Seconde partie des Assises de la montagne, initiée par la Fédération de l'Isère du Parti communiste français, ce samedi 4 mai 2024, à la salle de conférence de la Maison du tourisme et de la montagne, nous allons nous immerger dans le second thème, travailler en montagne, avec le responsable de la commission, François Simon, Antoine Fatiga, responsable national CGT des saisonniers, Éric Salvatori de la CGT de ONF, Damien Ferrier de l'Union régionale CGT de l'agroalimentaire, Stéphane Falco, maire d'Angers, Jean-Paul Mauberet, ancien enseignant de PS. En premier temps, je voulais remercier de sa présence et de sa venue Éric Salvatori, qui est l'un des dirigeants du syndicat CGT de l'Office national des forêts et qui, sur le plan professionnel, est le responsable de l'unité forestière Voisin-Matésine, qui regroupe, si mes informations sont bonnes, 7 triages. Et donc, ce que je vais lui demander, dans un premier temps, c'est peut-être de nous présenter un petit peu la situation sociale du personnel de l'ONF et très vite ensuite de nous amener sur un autre sujet qu'on va abondamment traiter cet après-midi avec notamment Gilles Rotillon, qui est la gestion des ressources que constitue la montagne, que recèle la montagne. Et donc parmi ces ressources, il y a naturellement la forêt. Et donc Éric nous présentera les pistes de réflexion qui sont celles donc, des forestiers syndicalistes sur la façon dont on peut envisager la préservation d'une part et le renouvellement, la régénération de la forêt qui est aujourd'hui confrontée aux conséquences du réchauffement climatique. Donc il le développera, mais il va nous apporter aussi des pistes de réflexion. On parler de la situation sociale des personnels de l'Office national des forêts. L'Office national des forêts, ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis plusieurs siècles, sous des dénominations différentes. Ça a toujours été une entité assez hybride, qui est composée de deux éléments. D'une part, des personnes comme moi qui finalement représentons la puissance étatique, qui étions chargés, suivant les époques, soit de faire régner la loi, soit de surveiller les coupes de bois, soit de faire encore plein d'autres choses. Des personnes avec en général un statut et des conditions de travail relativement bonnes. Il s'agissait de faire chasse au lion. Et d'autre part, une autre partie de la population des forestiers qui, elle, par contre, était toujours les tâcherons, des gens qui sont chargés de couper le bois, de travailler la forêt. Travailler la forêt pour que vous puissiez en profiter de différentes manières. On va pas forcément trop développer à quoi sert la forêt aujourd'hui. Et ces gens-là ont toujours été mal rémunérés, mal considérés au travers des siècles, ça c'est pas nouveau. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parce que depuis quelques dizaines d'années, les doctrines libérales qui se succèdent, on a une dégradation d'une part du pouvoir d'achat des personnels, de tous les personnels, qui est d'autant plus gênant quand les personnels gagnent mieux que le SMIC. Et on a également une précarisation croissante de ces personnels, notamment les ouvriers forestiers. Alors aujourd'hui, ça se traduit par une baisse d'effectifs et le recours à de la sous-traitance, le recours à des entreprises étrangères, de travailleurs détachés. Tout ça, c'est du moins-disant social qu'on voit aussi en forêt aujourd'hui. On le déplore, nous syndicalement, évidemment. Ils font un autre modèle, de personnes qui peuvent vivre et rester au pays, comme on dit, avec un salaire digne, de faire partie de la communauté, et pas des gens qui viennent de loin, qui viennent soit pour une mission, soit pour un chantier, qui font ce qu'ils ont à faire, et puis qui s'en vont et qu'on ne revoit plus derrière. C'est quand même un changement un petit peu de paradigme, une dégradation
observe depuis quelques années. Parce que avant, vous aviez, je prends un exemple, vous aviez les forestiers qui connaissaient parfaitement les chantiers, qui vous interroger, qui vous avez vu il y a 30 ans, c'est moi qui suis allé planter ces arbres-là, je me souviens, on avait fait comme ci, comme ça. Ça, ce qu'on dit, c'est plus. Ces gens-là sont conseillers municipaux, sont les frères, les sœurs, les cousins, les maris, les élus, les agriculteurs locaux, donc ils font partie de la communauté. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnel extérieur au territoire qui arrivent, ma foi, qui ont le droit, comme tout le monde, de respirer et de travailler, mais qui font le taf, repartent, et après, bon, ils ne revoient pas. Du coup, on perd la mémoire. Perdre la mémoire pour un forestier, c'est très gênant. On travaille sur des cycles qui peuvent aller facilement à 150, 200 ans. Donc ça induit des risques à long terme qu'on ne mesure même pas encore très bien au jour d'aujourd'hui. Une quinzaine on va dire, de techniciens et de cadres ONF qui s'occupent de préserver les lieux d'habitation et également les moyens de communication et les infrastructures des gens qui habitent sur le territoire. Et suivant les années, on a entre 15 et 30 ouvriers forestiers qui sont là, un peu comme des saisonniers, ce qu'on appelle temps partiel annualisé. Et c'est malheureusement ces gens-là qui aujourd'hui supportent les conséquences des réformes libérales du gouvernement. 15 et 25 ouvriers forestiers suivant les années, parce que ça bouge un petit peu les effectifs, et ce sont des temps partiels annualisés. C'est des gens qui commencent leur saison. Voilà, les CDD, les qu'on reprend chaque année, en temps normal. C'est des gens qui commencent à bosser entre avril et mai, et puis qui finissent entre septembre et novembre, pour après, en théorie, attaquer la saison hivernale. C'est vrai que les choses sont en train de beaucoup changer pour eux, puisque on a le changement climatique qui intervient. Ceux qui travaillaient toujours à la station de Bateau du Grand Serre, mais se posent de plus en plus de questions. Donc la saison de la station a tendance à se raccourcir fortement. Et de l'autre côté, pour nous, l'hiver, c'est de moins en moins une saison morte. En hiver, maintenant, on travaille normalement, en fait. On ne fait pas toute chose. La manière dont on pourrait s'y adapter, puisqu'on parle bien d'adaptation, hein. Au jour d'aujourd'hui, les arbres souffrent, comme tout, par rapport au changement climatique. Les agriculteurs connaissent bien le problème avec les alpages qui crament de plus en plus tôt. Nous, il faut qu'on réfléchisse en avance, vu que contrairement à, par contre, un maraîcher ou un céréalier qui chaque année replante une céréale et peut plus facilement que nous s'adapter en modifiant les variétés, en passant du blé au sorgho, pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Quand on plante un arbre, surtout sur les territoires où moi je travaille, ils vont être mûrs vers 150 ans, entre 120 et 160 ans. À partir de là, c'est un petit peu délicat pour prévoir et dire tiens, comment ça va se passer. Néanmoins, on s'appuie sur les travaux des collègues scientifiques du GIEC, auxquels l'ONF participe d'ailleurs, et puis qui sont pas avares de leur information. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est de ne pas rester les bras ballants. C'est que de toute façon, le changement climatique, il est en marche en montagne d'autant plus fort qu'en plaine, et que c'est pas en se cachant la tête sous les feuilles, parce qu'il n'y a pas ça en forêt avec des feuilles, que les choses vont se passer. Donc on essaye d'aménager tant bien que mal la forêt en faisant par exemple de nouvelles pistes et routes pour permettre aux camions de pompiers d'intervenir plus facilement dans un contexte de risque incendie accru, puisque une fois que ça a cramé, c'est un petit peu trop tard. Et d'autre part, on commence à toute petite dose à modifier un petit peu les essences présentes en forêt en allant simplement chercher les espèces qui poussent en plaine. Pas besoin d'aller chercher très loin, il suffit d'aller chercher ce qui pousse dans les champs marrants, dans les plaines autour de Bourgoin-Jalux, c'est-à-dire des chênes. On va les mettre en montagne. On va également chercher des résineux qui proviennent aujourd'hui des marges de la Méditerranée, comme celle de l'Atlas du Ventoux, ou des pins méditerranéens, ou du Saint-Andréas. Donc ça, c'est une technique d'adaptation. Technique d'adaptation qui peut-être permettra à nos petits-enfants d'avoir encore une certaine souveraineté en termes de bois de construction et de biomasse. Parce que ce sont les deux raisons économiques pour lesquelles on produit du bois. Et ça aura
éventuellement aussi pour conséquence d'avoir des forêts qui seront encore à peu près résilientes et qui pourront stocker un petit peu de carbone. Puisque ce qu'on constate, c'est que des forêts qui crèvent, quelles que soient les espèces, que ce soit des feuillus ou des résineux, des forêts qui crèvent, elles relarguent le carbone. Elles ont tendance à se désépaissir, à s'éclaircir, voire à s'effondrer, c'est dans les cas les plus extrêmes. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Après tout ça, c'est très résumé, ça repose sur beaucoup de petits essais, sur jamais trop de gros essais, sur beaucoup de discussions entre nous, beaucoup d'échanges avec d'autres scientifiques. On a besoin de temps, on a besoin de multiplier les expériences et d'avoir là encore du temps pour les analyser et les digérer. Le problème, c'est que le temps, on a de moins en moins, du coup aujourd'hui on nous demande de se justifier et de courir après l'argent comme des hamsters dans une cage, puisqu'on est à l'époque du mode projet, de la Startup Nation, et ça c'est très incompatible avec les politiques à long terme. Alors tout n'est pas foutu et là, on a quand même relativement moyen de travailler, on ne part pas de rien non plus, et on espère être toujours suffisamment nombreux pour pouvoir continuer ces travaux pour que dans 100 ans, il y ait encore une production forestière qui soit à peu près correcte. Damien Ferrier, secrétaire de l'Union régionale des syndicats de l'agroalimentaire et des forêts. Donc je suis issu d'un syndicat d'ouvriers agricoles départemental, pas celui d'Isère. Et après j'ai été formé dans l'enseignement agricole public au lycée horticole de Saint-Imier. La réalité des salariés agricoles, alors elle est très différente en fonction du type d'agriculture chez lequel les salariés sont employés. On ne met jamais tous les agriculteurs dans le même panier parce qu'il y a un certain nombre de types d'agriculture et donc c'est la chose qu'il faut absolument éviter de faire. Ce qui est sur l'Isère, les gardiens de troupeaux. Donc depuis 2020, les salariés de la production agricole sont couverts par une convention collective nationale et on a fait en sorte dans les négociations de pouvoir garder aussi les conventions collectives départementales parce qu'en fonction de l'histoire et du mouvement ouvrier, des rapports de force dans les départements, on a réussi à avoir des acquis et notamment des primes d'ancienneté, des 13e mois, une meilleure couverture pour la prévoyance santé, etc. Sauf que il n'y a pas la spécificité pour l'Isère, il n'y a pas la spécificité pour les gardiens de troupeaux, et c'est pour ça que le syndicat des gardiens de troupeaux a décidé d'entamer une bataille pour pouvoir faire rentrer les employeurs dans le cadre de la légalité notamment, parce que, pour dire la vérité, comme Émile l'a dit à Fort Beaucroissant, il n'y en a aucun qui est dans la légalité. Donc en Isère, ils ont des contrats de travail de 35 heures ou de 44 heures. Ils revendiquent à ce que soit reconnu au minimum 44 heures pour pouvoir être payé au minimum 44 heures, malgré qu'ils en fassent 70. Après, la revendication serait qu'ils soient payés au minimum 48 heures, parce que le temps autorisé peut être de 48 heures, et le temps de 48 à 70 soit reconnu et pris en repos compensateur. Ce qui permettrait en même temps d'allonger les durées du contrat de travail, parce que notamment pour pouvoir acquérir les droits au chômage. Donc ils ont aussi des revendications en ce qui concerne le logement. Très souvent, ils vivent des conditions de logement indignes et insalubres. Ce qui normalement devrait être fait assez rapidement, mais les éleveurs, les groupements pastoraux se renvoient la balle avec les communes, puis renvoient la balle sur le parc naturel, le parc national, et ce qui fait que ça avance pas. Donc en Isère, vous en avez peut-être entendu un petit peu parler dans la presse qui couvre très bien la bataille des gardiens de troupeaux. Pendant très longtemps, alors la négociation se passe avec la FDSEA, syndicat majoritaire et seul reconnu représentatif pour être présent dans les négociations.
Pendant très longtemps, ils n'ont pas voulu ouvrir quelconque négociation. Et donc, suite à des mobilisations, ils ont enfin ouvert l'année dernière les négociations. Donc, pendant plusieurs réunions, ils nous ont un petit peu baladés. Et là, au courant de l'hiver, il y a certaines choses qui se sont passées, notamment des mobilisations, des conférences de presse, des distributions de tracts à l'Assemblée Générale de la Fédération des Alpages de l'Isère. Ce qui est très intéressant parce qu'en fait, il y a la présence des collectivités et puis la présence d'autres acteurs liés au pastoralisme comme l'OFB, les DDT, l'INRA, etc. Donc, suite aux dernières négociations, on a commencé à avoir quelques petites concessions de la part des FDSEA qui seraient prêts à reconnaître 3 mois d'estive comme 1 an d'ancienneté pour pouvoir entrer dans les critères de prime d'ancienneté, qui seraient prêts à lâcher 250 € par mois pour payer pour rembourser les frais d'équipement des gardiens de troupeau, parce qu'ils estiment que par estive, au minimum, ils engagent au minimum 1 000 € pour pouvoir s'acheter le matériel pour pouvoir travailler. Là-dessus, c'est les 2 premières avancées. Voilà. Là, c'est sur les gardiens de troupeau spécifiquement. Après, moi, je voulais revenir sur la loi d'orientation agricole. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu. Elle est très intéressante à lire. Mais malheureusement, le mouvement des agriculteurs, alors nous, la Fédération agroalimentaire, on n'a pas eu la même analyse qu'un certain nombre d'acteurs, que ce soit à droite ou à gauche. Clairement, on savait que ça allait nous mener droit dans le mur et aboutir sur une loi comme elle va être présentée là prochainement. Dès les 2 premières pages, on voit qu'elle ne réglera pas les problèmes structurels de l'agriculture et qu'on continuera de mener un certain nombre de travailleurs de la terre, que ce soit des agriculteurs ou des salariés, de les mener dans le mur. Vont s'accentuer la casse des normes sociales et environnementales. Pour ce qui est de l'environnement, un exemple très rapide, les critères pour toucher les primes PAC sont en train d'être affaiblis et abaissés, ce qui permettra à plus de monde de toucher plus rapidement et plus facilement un certain nombre d'aides. Concernant les salariés, donc dans le code rural, parce que les agriculteurs aiment bien se servir du code rural, qui traite de différents sujets, mais aussi des questions sociales. Il n'y a pas que le code du travail. Vous voyez, il y a quatre choses sur lesquelles qui régissent la réglementation sociale pour les salariés et les employeurs: le code du travail, la convention collective départementale, la nationale et le code rural. Dans le code rural, il leur donne la possibilité d'avoir des dérogations à la durée du travail au-dessus de 48 heures et de demander à l'inspection du travail du département. Alors en Rhône-Alpes, ils ont des pratiques qui s'arrêtent à 60 heures. Dans l'Ain, ils ont pris, ça fait 2 ans, ils ont pris la fâcheuse habitude de demander jusqu'à 72 heures par semaine. Et après, avec tout ça, ils disent qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Qui c'est qui veut travailler 72 heures par semaine? On ne connaît pas. Et donc là, dans la loi, il y a des facilités d'obtenir les dérogations. Avant, ils devaient faire des dossiers, argumenter, dire qu'ils avaient fait des tentatives de recrutement, même si c'est pas vrai. Ils ne le font pas. Donc ça va être... ça, c'est simplifié. Il y a des simplifications pour les embauches par les groupements d'employeurs. Parce que des fois, il n'y a des fois pas la possibilité d'avoir un emploi à temps complet sur une exploitation. Donc il y a des salariés qui travaillent sur 2, 3, 4, des fois bien plus d'exploitations différentes. Là, avant, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle exploitation qui voulait rentrer dans le groupement d'employeurs, il devait y avoir un avenant pour le salarié. Là, aujourd'hui, maintenant, le groupement d'employeurs l'embauche, mais la zone départementale ou le canton, il peut y avoir 25 employeurs différents et le salarié est envoyé. On a même des copains,
souvent ils ne restent pas longtemps. C'est pour ça que vous entendez souvent on a du mal à embaucher, on a du mal à embaucher. Il y a des salariés qui travaillent à cheval sur 3 départements différents, avec des kilomètres qui ne sont pas tous remboursés, etc. Et après, il y a aussi sur les conditions d'hygiène, santé, conditions de travail, on a les seuils. Avant, il y avait les seuils de 11 salariés qui permettaient en fait toutes les entreprises qui sont en dessous de 11 d'être. Il y avait une commission paritaire hygiène, santé, sécurité départementale, inter-entreprise. Là, le seuil explose et on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Alors, c'était des commissions qui étaient très difficiles à tenir parce que boycottées par les employeurs. Alors, il n'y avait pas que les employeurs de la production agricole en tant que telle. Il y avait ce qu'on appelle l'interbranche agricole. Donc, il y avait les exploitants forestiers, les paysagistes. C'est très large. Et chaque branche patronale a son organisation syndicale patronale. J'ai oublié, mais je me le suis noté, heureusement. Les exonérations de cotisations sociales qui continuent, notamment pour ce qu'on appelle les exonérations TODE, vous avez peut-être entendu parler, c'est sur les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, en fait c'est sur tous les saisonniers. Il y a 1,4 million de salariés agricoles en France, il y a 1 million de saisonniers, et donc ils ont une exonération totale pour les 1 million de salariés saisonniers jusqu'à 1,25 SMIC. Avant c'était 1,2 SMIC, maintenant c'est 1,25 SMIC. Et après c'est dégressif jusqu'à 1,6 SMIC. Ne vous inquiétez pas, en agriculture, il n'y a personne qui est rémunéré à hauteur d'1,6 SMIC. Donc ils ne payent pas grand-chose en cotisation sociale. Ce qui fait que plusieurs choses, la MSA est en difficulté, c'est pas un problème, il y a la solidarité nationale, donc la MSA tourne comme ça. Dans les conseils d'administration, nous sommes présents, nous posons les questions qu'il y a à poser, et à 80%, ce sont à 80%, même s'il y a des exonérations de cotisation, il y a encore les 350 000 salariés agricoles qui cotisent, et les salariés des organismes professionnels agricoles, ça c'est un autre collège, donc ça c'est tous les salariés du Crédit Agricole, de Groupama, de la MSA, des coopératives, etc. Donc ce qui permet que les salariés quand même cotisent. Donc il y a 80% les salariés cotisent, mais ne reçoivent qu'à 40%, et donc vous comprenez que la bascule entre ceux qui reçoivent et ceux qui cotisent, voilà. Et donc dans les comptes, on sait que quand un agriculteur cotise tout au long de sa vie 1 €, il en reçoit 4, ce qui permet de dire à chacun selon ses moyens, en fonction de ses besoins, ça marche quand même. Donc quand nous, on a entendu à la foire Beaucroissant tout de suite les demandes de la coordination rurale proche de l'extrême droite ont attaqué la sécurité sociale agricole. C'était normal, mais on l'a répondu et André a répondu aussi. Sur la simplification, alors on pourrait dire que la simplification, il y en a besoin, c'est super, etc. Alors quand il y a eu, dans le mouvement des agriculteurs, des attaques sur les DDT, les OFB, les inspections du travail, les caisses de MSA, la simplification, c'est d'abord la caisse des services publics, c'est d'abord l'abaissement des réglementations, et là-dessus, nous sommes tout à fait défavorables. Voilà. Et après, il y a aussi, les agriculteurs ont aussi obtenu, alors nous, on y va, alors, certains nous disent qu'on y va un petit peu fort, mais c'est un petit peu la réalité. On dit qu'ils obtiennent leur établissement des filières d'esclavage, parce qu'en fait, ils ont obtenu le classement de la totalité des métiers de l'agriculture en tant que métier en tension, parce qu'ils disent avoir des difficultés de recrutement. Sauf que comme ils haïssent les services publics, ils ne mettent pas les recherches d'emploi sur ce qui est censé être le service public de l'emploi sur Pôle emploi, France Travail, ils ne mettent pas leurs annonces là-dessus, ce qui leur permet de ne pas trouver de personnel, et donc il faut trouver du personnel, et donc ils signent des conventions avec des ministères, notamment marocains, tunisiens, pour recruter là-bas, faire venir le personnel ici. Donc ils ont une date de début de contrat, une date de fin de contrat, et après c'est tu dégages.
Alors en plus de ça, c'est les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, etc. Le jour hebdomadaire, le jour de congé hebdomadaire qui saute, etc. Sur très tranquillement sur les orientations de l'agriculture et les propositions. Donc, quand on entend renouvellement des générations agricoles, production de proximité, etc. Nous, on souhaite créer des discussions avec d'autres organisations sur ce qu'on appelle des nouvelles formes collectives de travail et vraiment à se questionner sur la propriété privée, qu'elle soit des terres ou des moyens de production, qui pour nous ne doit plus exister si on veut déboucher sur un système alimentaire sain, de qualité et accessible à tous. Et donc, on sait qu'il y a des communes, que ce soit des communes ou des départements, qui sont en train de faire des choses. Alors, bien sûr, la revendication première, c'est de déboucher, d'organiser un service public de l'alimentation. Il y a des communes, des départements, des intercommunalités qui sont déjà en train d'emboîter le pas, en prenant des terrains, en installant des agriculteurs. Alors nous, je fais une erreur, on ne dit pas en installant des agriculteurs, on souhaite que les communes installent des salariés fonctionnaires maraîchers, que la terre et les moyens de production restent à la commune et ne soient pas divulgués comme ça à l'agriculteur, et puis qu'après l'agriculteur il puisse faire ce qu'il veut, même avec les produits. Hein. On souhaite d'abord que les produits servent dans la restauration collective, dans les EHPAD, pour les quartiers populaires, etc. Je vous conseillerais un livre, camarade de la CGT, qui est sorti en 2023, qui s'appelle Repères pour agir, aux éditions Le Temps des Cerises, que vous devez peut-être connaître. Passer à la question des saisonniers du tourisme, donc il va y avoir beaucoup de similitudes avec ce qu'on vient d'entendre. Et là, donc, on va écouter, pour exposer un petit peu la situation actuelle et la bagarre que mènent les saisonniers pour voir leurs droits reconnus. On va écouter Antoine Fatiga, qui est donc le référent national de la CGT pour les saisonniers du tourisme. Antoine Fatiga, moi je m'occupe des questions de saisonnalité, montagne, précarité, tourisme, depuis les années avant les donc vous voyez, et pour la CGT, et j'ai été dans beaucoup d'endroits, entre autres élu conseiller régional, qui me suis occupé de ces questions-là. Au niveau des Césaires, je me suis occupé aussi de ces questions-là, et au Conseil national de la montagne. Donc voilà à peu près d'où je parle, et je suis à la fois aujourd'hui responsable des saisonniers pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour les remontées mécaniques au niveau national. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Désolé de ne pas être présent, hein, mais des contraintes m'obligent, me désole et je ne peux pas être présent. Alors, féliciter les organisateurs de la tenue de cette journée parce que c'est une journée importante. Et deuxièmement, les féliciter aussi parce que très souvent, quand on parle de l'année de la montagne, on en parle sans les gens qui la font. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'exaspère, pas seulement moi, mais on parle beaucoup d'avenir sans les hommes qui la font. Et je voulais donc pour ça amener deux simples observations. La première, c'est de dire que la question de la saisonnalité des gens qui font montagne, y compris les plus réactifs et ceux qui y vivent, qui vivent à l'année sur ces territoires-là, elle a été abordée depuis très très longtemps. Et je voulais simplement souligner que des propositions avaient été faites il y a plus de 30 ans de cela, avec le rapport d'Anicet Lepors, qui déjà à cette époque-là faisait 31 propositions. Je renvoie chacun pour aller les regarder, qui sont toujours d'actualité et qui, tout simplement, je cite même les propos d'Anicet Lepors, disait « Il faut qu'on crée un statut, pas au sens statut fonction publique, mais un ensemble de mesures pour les personnes qui font vivre la montagne pour que ce soit considéré comme des salariés à part entière. » Et cela concernait à la fois le contrat de travail, y compris le contrat saisonnier, dont je rappelle qu'aujourd'hui, le contrat saisonnier, c'est un contrat CDD,
seule différence, c'est qu'il n'a pas la prime de précarité, alors que c'est un contrat qui, par essence même, est précaire. Donc ça, c'était le premier volet de ce que je voulais dire. Le deuxième volet est un volet qui concerne l'avenir. Je l'ai dit dans mes propos d'introduction. Pour l'avenir, on parle beaucoup d'avenir, mais sans les gens qui la font. Et moi, j'appelle de mes vœux, mais c'est une proposition que fait le groupe Montagne, que je soutiens tout à fait, c'est de dire il faut absolument que dans chaque territoire, on mette en place un petit comité de massif, un Césaire, un comité économique et social et environnemental, mais dans lequel toutes les parties sont présentes. Bien sûr, il faut qu'il y ait les employeurs, bien sûr qu'il faut qu'il y ait les élus, mais il faut qu'il y ait aussi les représentants des salariés, des populations locales, parce qu'on ne peut pas avoir d'avenir pour la montagne si cet avenir n'est pas fait avec les gens qui habitent, les gens qui la vivent, les gens qui la font vivre. Et c'est une proposition importante. Et aujourd'hui, on le voit bien, moi, dans des tas de colloques où on parle d'avenir de la montagne, on le fait avec les acteurs qui nous emmènent droit dans le mur. Aujourd'hui, il faut le faire avec de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs, c'est absolument les gens qui vivent et travaillent en montagne et qui la font vivre. Et ça, je pense que c'est un message fort et qui me devrait être, de mon point de vue, une des conclusions de la journée. Merci. La mise en route, la mise en œuvre de projets de développement et la prévention des conflits d'usage. L'exemple que je voulais donner vient des Hautes-Alpes. Lorsqu'il y a 2 ans, le niveau du lac de Serponçon est devenu très bas. Les agents EDF sont en charge du barrage de Serponçon, puisque je rappelle que c'est la Durance qui est retenue par un barrage, c'est donc un lac, une retenue provoquée par le barrage et donc par les hommes. Sur le barrage, il y avait donc les agents EDF qui en ont la charge et qui ont la responsabilité d'ouvrir ou de fermer les vannes. Au cours de la même journée, les agents EDF ont eu à faire face à 2 manifestations successives. Une première manifestation, les agriculteurs de la base Durance, donc les agriculteurs qui vivent en aval du barrage, au sud de Serponçon, et qui ont impérativement besoin de l'eau pour l'irrigation de leur culture et notamment de tous les arbres fruitiers qui sont plantés dans cette région. Et donc les agriculteurs sont venus, se sont adressés aux agents EDF en leur disant surtout ouvrez les vannes, sinon on ne va pas pouvoir préserver nos récoltes. En fin de journée, les agents EDF ont eu affaire à une deuxième manifestation. Là, c'était les professionnels du tourisme nautique, pour résumer les lois de Pédalo, qui s'inquiétaient de la possibilité que les vannes soient ouvertes, que les niveaux baissent encore un peu plus, et que de ce fait, leur activité, toutes les activités sportives qui peuvent être organisées autour de la Durance puissent être remises en cause. Et donc là, au cours de la même journée, les agents EDF ont reçu 2 injonctions contradictoires, et l'affaire s'est quand même réglée sans incident supplémentaire parce que la situation n'était pas aussi grave et catastrophique qu'elle en devienne ingérable. Mais cette histoire est importante parce que elle pose bien le problème. Elle pose bien le problème qui, à un moment donné, doit comment on procède pour essayer de gérer ce type de situation. Donc la première réflexion qui vient, c'est qu'il faut que naturellement associer le plus largement possible les habitants, les populations, pour qu'elles trouvent entre elles, entre les personnes réunies autour de la table, elles trouvent entre elles le compromis et la bonne attitude à adopter. Et puis, à côté de ça, se pose également la manière dont cette population qui va donner son avis doit être positionnée à l'égard des élus, qui sont quand même les représentants des habitants. Et est-ce que ces collectifs se poseront en opposition aux élus ou pas? La question mérite d'être posée, mais de notre point de vue, la réponse est négative, c'est-à-dire qu'on considère vraiment que les uns et les autres doivent marcher la main dans la main, et que si on associe largement les habitants au sein de comités locaux dont il faut déterminer le périmètre, ils doivent exprimer leur avis, mais se poser en référent à l'égard des élus pour faciliter les prises de décision et non dans une opposition qui ne serait pas constructive.
Alors, ceci dit, le problème, il est juste posé. Hein, là, c'est un élément de réponse, c'est une hypothèse de réponse que je formule devant vous. Mais donc, cette question de la décentralisation des décisions qui peuvent être prises par le Conseil national de montagne, par les différents conseils de massifs qui existent déjà, hein, au niveau des Alpes du Nord, Alpes du Sud, etc. L'idée, c'est de reproduire en fait cette structure parce qu'elle permet quand même d'associer tous les acteurs économiques et sociaux, mais de voir s'il est possible de la décentraliser, alors peut-être au niveau de bassin d'emploi, parce qu'il faut que ça ait vraiment un intérêt, mais l'idée, c'est de voir comment on crée les conditions d'une participation plus régulière de la population qui pourrait être amenée à donner son avis sur les projets de développement de la montagne et sur la manière de prévenir les conflits d'usage. Le deuxième élément que je voulais donner d'information par rapport donc à ce qui a été indiqué par Antoine Fatiga là, qui concerne les saisonniers du tourisme, c'est que nous avons procédé d'une façon un petit peu, je dirais, pas originale, mais on a essayé en tout cas de construire une dynamique pour élaborer un certain nombre d'amendements qui pourraient répondre aux préoccupations pressantes des saisonniers du tourisme. Alors là, c'est pas sur le dépôt d'amendements et le sort qui pourra leur être réservé s'ils sont soumis au vote du Parlement, et c'est plutôt sur la méthode qu'on a utilisée que je trouve assez intéressante. On a non seulement croisé les opinions d'experts et de saisonniers disposant d'une expérience, on a croisé ces opinions, non seulement on les a croisées, mais on a dû aussi mélanger les générations. Antoine Fatiga fait référence aux propositions d'Anicet Le Pors, donc qui remontent aux années 80. Quand on a demandé leur avis aux saisonniers sur ces propositions, la première chose qu'ils nous ont demandé, mais qui c'est ce gars, Anicet Le Pors, qui c'est ce type? Donc il a fallu expliquer que, puisqu'il n'était pas né à cette époque, donc il a fallu expliquer qui était Anicet Le Pors, et ensuite Anicet Le Pors et surtout ses collaborateurs avaient fait un travail tout à fait remarquable de présentation d'une liste d'amendements susceptibles d'améliorer les conditions de vie des saisonniers. Ces amendements étaient vraiment extrêmement intéressants, et ce qui a été frappant, c'est qu'ils conservent toute leur actualité. Alors c'est quelque part mauvais signe, parce que ça veut dire que la situation a guère évolué en ce qui concerne la situation sociale des saisonniers du tourisme, puisqu'on trouve encore d'actualité des propositions qui ont été formulées dans les années 80. Mais pour autant, ça a permis quand même de se concentrer sur ce qui pouvaient être les problèmes les plus importants. Donc, dans la liste impressionnante des amendements élaborés par Anicet Le Pors, ils en ont retenu 5. Je leur ai demandé de faire un ordre de priorité, les classer, numéro 1, numéro 2, numéro 3, qu'est-ce qui, par rapport à leurs préoccupations du moment, leur semblait importante. Et donc, on a donc retenu 5 amendements. Alors, bien évidemment, il y a eu la législation a quand même évolué, donc il fallait les remettre dans un contexte actualisé sur le plan juridique. Mais ce qui était important, c'était surtout qu'on fasse ressortir ce qui apparaissait comme les 5 priorités des saisonniers du tourisme aujourd'hui pour améliorer leur situation. Alors le premier amendement, c'est la première proposition, elle porte sur la clause de reconduction automatique des contrats. La législation prévoit déjà que les contrats peuvent être reconduits quand les saisonniers effectuent plusieurs saisons chez un même employeur. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, la première chose que réclament donc les jeunes aujourd'hui, c'est ce caractère automatique de la reconduction des contrats de travail. Deuxième point qui est venu dans leurs préoccupations, l'amélioration de leur protection sociale, avec notamment la réduction des critères d'activité pour bénéficier des indemnités de l'assurance maladie. Là aussi, ils demandent que soit pris en compte la situation réelle. Le troisième point, là, on a eu un débat très vif, concerne les conditions de logement des jeunes saisonniers en station. Alors, un certain nombre d'employeurs mettent à disposition des logements pour leurs saisonniers dans des conditions tout à fait correctes. Donc là, on ne peut que s'en réjouir. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et
Aloïs Aymar, qui devait venir aujourd'hui, qui viendra peut-être cet après-midi, mais qui a été retenu, me donnait l'exemple. Alors, Aloïs Aymar, c'est un jeune de 29 ans. Depuis 10 ans, il est saisonnier dans la station des Ors, au-dessus d'Embrun. Donc, il a commencé à 19 ans. Et lui m'a rapporté la situation de ses collègues de travail, qui se retrouvent à 4 dans un logement mis à disposition par l'employeur de 20 mètres carrés, et l'employeur demande à chacun chaque mois un loyer mensuel de 400 €. Donc 1 600 € pour 20 mètres carrés loués à 4 personnes. Alors en 20 mètres carrés, vous imaginez que c'est donc 2 lits gigognes, puisque difficilement s'étendre sur cette superficie. Alors, dans les propositions de l'époque d'Anicet Le Pors, figurait une proposition d'exonération de taxes locales et de TVA pour les employeurs qui réalisent des logements pour leurs saisonniers. Et les jeunes, donc, ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord pour encourager les jeunes, les employeurs à mettre à disposition des logements confortables et de bonne qualité pour leurs employés, mais ils y posaient une condition restrictive qui figure dans l'amendement que nous avons rédigé. Et ce qu'ils ont formulé, c'est la chose suivante. Voilà. Alors, le contexte. Voilà. Concernant les loyers imposés aux saisonniers, les employeurs doivent respecter une clause de non-enrichissement dans la location des logements mis à disposition des salariés. Il est proposé d'accorder une exonération de TVA et de taxes foncières pour tous les logements réalisés par les employeurs et mis à disposition des salariés à 2 conditions. Premièrement, lorsque ces logements respectent des normes de confort accrues, et deuxièmement, lorsque les employeurs fixent un montant modéré de loyer. Voilà. Donc c'est le type voilà le produit, en tout cas, de la réflexion qu'on a mis en œuvre. Et donc, sur les 5 amendements qu'on a élaborés avec les jeunes saisonniers, donc, comme je vous l'ai indiqué, l'un concerne le statut, le deuxième, les conditions d'amélioration de la protection sociale, le troisième, l'amélioration des conditions donc, de logement, le quatrième concerne le transport. Il pourrait sembler tout à fait évident que, dans la mesure où les saisonniers, comme d'autres, participent à l'activité d'une station, ils aient un tarif réduit pour emprunter les transports collectifs quand ils ne sont pas logés sur place, qu'ils doivent par exemple monter du village voisin pour monter en station pour travailler tous les jours. Et bien là, pas du tout. Pour le jeune Aloïs qui habite en Brun et qui travaille aux Ors et qui emprunte donc le car réservé aux touristes qui montent en station pour faire du ski, et bien c'est le même tarif. Le saisonnier paye le même tarif, qui travaille donc avec des conditions salariales très proches du SMIC, il paye le même tarif pour son transport. Donc là, aussi dans l'amendement, il demandait qu'il puisse y avoir au moins une petite réduction sur l'utilisation des transports en commun qui leur permettent de se rendre sur leur lieu de travail. Et puis le dernier point, qui était la généralisation d'une mesure qui a déjà été appliquée dans certaines stations, qui concerne l'ouverture de maisons des saisonniers, qui permettent, alors il y a déjà des stations qui ont donné un très bon exemple dans ce domaine, mais là les jeunes disaient, il est vraiment important de pouvoir imposer une généralisation de ce type de structure. Et pour vous donner un exemple de l'usage de ces maisons des saisonniers, elles peuvent d'une part servir à échanger sur les offres et les demandes d'emploi, donc c'est un lieu qui concerne l'emploi. Elles peuvent permettre d'échanger sur les conditions de médecine du travail, sur les problèmes de protection sociale, pour que les salariés, les saisonniers, soient bien au courant de leurs droits. Et puis, à côté de ça, elles peuvent aussi guider dans ces démarches les jeunes qui doivent se débrouiller tout seuls pour s'installer, pour se loger notamment. Voilà. Donc, je voulais apporter ce complément à ce qui a été dit par Antoine Fatiga, parce que, d'une part, on voit qu'il y a vraiment des progrès encore à faire pour améliorer la condition sociale la situation sociale de ces salariés, et puis par ailleurs, qu'il y a encore du pain sur la planche pour arriver à les mettre sur le devant de la scène. Et donc notre idée, à l'occasion de ces assises, de leur permettre d'exposer leur point de vue, nous semblait très importante, parce qu'ils font partie de ce que André Chassaigne appelait les invisibles, ceux dont on
parle mais qu'on ne voit jamais ou dont on parle à peine, puisque si peu de choses ont finalement évolué depuis les années 80, les concerts. Voilà. Des invisibles, comme on les appelle. Comment on peut généraliser cette question, parce qu'on n'est pas contraint par les territoires, sur chaque territoire qui définit lui-même ses tarifs de transport, etc. Enfin, c'est une vraie question. Comment on peut poser la question de principe? Alors, ça relève sur des compétences des collectivités locales. Souvent, l'organisation des transports entre les villes, villages et les stations. Donc, là, il suffit simplement de demander une négociation sur cette question. Alors, sachant qu'en même temps, les régions interviennent, aussi ont un pouvoir, et notamment un pouvoir financier. Donc, elles peuvent, si on doit revoir le régime tarifaire des usagers des transports, avec notamment des réductions ou la gratuité pour les saisonniers qui font vivre quand même l'activité économique pendant toute la saison. Ça peut être une décision qui peut être prise par les élus et les collectivités, et la région peut abonder financièrement pour aider les communes à compenser le manque à gagner que résulterait de l'instauration d'un tarif gratuit pour les travailleurs. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué à organiser. C'est surtout une question de volonté. C'était un peu le sens de ma question. Parce qu'on individualise les parcours aujourd'hui, ça évite de poser des questions de principe. Et du coup, ça traîne, alors qu'en fait, c'est très simple. Je marche souvent, j'ai marché pas mal dans les forêts du Diois, et il y avait des forêts qui ont privé, souvent, confié à des entreprises de bûcheronnage qui, lorsqu'elles sont intervenues, ont débardé avec des tracteurs à chenilles, avec donc de très beaux engins, et lorsque l'on revient dans les forêts, on trouve vraiment, le sol est complètement dévasté, le couvert végétal est perdu, et parallèlement aussi, il y avait dans le village où je suis, 14 forestiers, il n'y en a plus. Vous êtes à Lens. C'est dans l'Audivois, si bien que je me demandais quel était le pouvoir encore de l'ONF sur ces entreprises, quel est aussi le devenir de l'ONF, et est-ce que cette institution va rester, parce que je crois que le nombre d'agents a fortement diminué, donc ça veut dire que leur action est moindre. Plusieurs éléments de réponse à vous apporter. Moi, ce que je constate, c'est que déjà de plus en plus, on éloigne le ou la forestière de la forêt en remplaçant des personnels de terrain qui étaient permanents, qui étaient stables, par des ingénieurs qui habitent à Grenoble. Ça de plus en plus, et qui bougent de poste tous les 3 ans, parce que comme ça, ils va y avoir les conséquences de leur connerie. Ça, c'est le premier constat que je fais, et je le vois très bien, parce que moi, je suis cadre, en fait. Je suis passé cadre du cadre de technicien, et en fait, tout est fait pour qu'on change de poste régulièrement, et qu'on s'éloigne de la forêt. Finalement, c'est très des solutions techno-solutionnistes, comme pour le climat, comme pour beaucoup de choses, où on pense qu'avec des outils informatiques, avec des drones, des satellites et des relevés, on va arriver à gérer la forêt. Et comme dirait un illustre personnage, ça remplit pas le frigo. Alors, l'ONF, ensuite, en France, ça gère 30% de la surface des forêts. Donc il faut bien ramener cet élément de compréhension. En fait, nous, on s'occupe pas des 70% privés. Parce que la France, c'est un pays qui a toujours été quand même assez libéral. Contrairement à la Suisse, par exemple, où les forestiers là-bas ont un droit de regard sur ce qui se passe à droite et à gauche, nous, on s'occupe que des forêts qui appartiennent aux collectivités locales ou à l'État. Le propriétaire privé, lui, il fait ce qu'il veut de son terrain, en fait. Ça, c'est un droit de jouissance de la propriété privée, comme on pourrait avoir pour d'autres types d'occupation. Moi, je le regrette, je trouve que c'est
pas équitable. C'est pas équitable pour beaucoup de choses, parce que en fait, souvent on a des compagnies forestières qui du coup arnaquent les propriétaires. Ça fait du dumping social, ça fait baisser les prix du bois, ça donne une mauvaise image. Bon, on peut dresser une longue liste. Malheureusement, actuellement, on n'est pas dans une démarche où l'ONF tend à se renforcer, effectivement. Pour autant, on ne disparaît pas non plus. Hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir un discours trop catastrophiste quand même là-dessus. Sur les 30% qu'on gère, on s'en sort encore pas trop mal. Tant bien que mal, on a encore ce qu'on appelle le code forestier qui fait qu'on a une relative indépendance. Et là, je vais défendre par contre le modèle de l'ONF qui est un modèle épique, industriel, donc c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. C'est extrêmement différent de personnel, de salariés qui seraient par exemple employés par des Comcom ou par des grosses communes forestières et qui là sont totalement à la botte des élus politiques. Il y a des élus, hein, il y en a des très bien à droite à gauche dans le territoire et d'ailleurs des deux côtés. Mais quand vous avez des personnes qui sont payées directement par les élus et qui sont soumises à leur dictat, forcément vous n'avez pas les mêmes exigences. Alors ça peut être bien pour certaines choses, ça peut être moins bien pour d'autres. Là, ce qui n'était pas trop mal avec l'ONF, c'est qu'on a à peu près, jusqu'à présent, une relative neutralité, une relative indépendance. Du bien à peu près, on peut trouver des exemples qui font mal. Mais ça va encore pas trop mal. Je crains beaucoup le mouvement actuel de décentralisation. Donc moi je fais partie des personnes, des citoyens qui s'opposent énormément aux lois de décentralisation. Les lois 3DS, hein, c'est vraiment des lois scélérates qui affaiblissent considérablement la nation et ses habitants. Et je vois qu'en tout cas pour la forêt, éclater les responsabilités, éclater les intervenants, faire en sorte que plus personne finalement n'est responsable de rien et que on en saupoudre un petit peu partout, ça c'est le début de la fin en fait. Parce que quand on fait ça, déjà on ne fait pas du vrai travail, on gaspille énormément d'heures de travail, d'heures de salariés, et surtout ça crée un immobilisme d'une part, par exemple au changement climatique, hein, on en parlait tout à l'heure, ça crée un immobilisme, ça crée aussi une attitude girouette. Il y a un élu qui aime bien planter des arbres, et puis 5 ans plus tard, il y a un autre élu qui dit mais non, il faut tout mettre sous cloche, il faut vite arrêter ça, c'est un scandale, et hop, on fait le contraire, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et il se trouve qu'on a rencontré un élu qui était adjoint, un gars qui était à la CGT, un copain de la CGT, bon voilà, donc on était vachement contents de se rencontrer. Et lui, il est dans ce que tu appelles la Comcom, tu vois. Et il nous expliquait que le maire et les élus précédents qui étaient à droite, ils laissaient tout faire aux forestiers privés, aux propriétaires privés des forêts, et que eux, ils ont imposé une chose sur cette histoire de tracteurs, enfin de gros engins dans la montagne, ils leur ont interdit de saboter, donc de réfléchir et de trouver d'autres moyens, et donc ils allaient contrôler derrière. Ça montre bien qu'il suffit qu'il y ait un changement et les choses basculent. Voilà, donc je te rejoins, je pense qu'il vaut mieux développer la forêt, puis essayer là aussi de voir comment peuvent être acquis par des collectivités territoriales des terrains, ils n'ont pas laissé au privé, parce que ce qu'ils nous disaient aussi, c'est que eux, ils peuvent se faire un fric pas possible. Ce que faisaient les élus de droite précédemment, c'est que tous leurs Douglas, tous leurs sapins qui ont flingué la montagne des vaches, en mettant du Douglas, donc t'as rien quand tu te balades dans ces forêts. Là où eux, ils sont propriétaires, où les collectivités sont propriétaires du terrain, ils pourraient tout vendre, ce que faisait la droite avant, et ça leur rapportait un fric pas possible. Eux, ils décident de faire les coupes, et ils le font bien avec l'ONF, et ils remettent d'autres variétés, ils ne remettent pas du Douglas. Donc je pense qu'en te donnant ça, ça va
dans le sens de ce que tu nous disais, quoi. Gestion durable, en fait, en forêt, l'adage privatiser les profits, nationaliser les pertes n'a jamais été aussi vrai. Il faut savoir que les contribuables français payent à peu près autant d'impôts, de taxes, ce qu'on a envie, de contributions, pour aller dans les poches de quelques dizaines de gros propriétaires forestiers privés qui défiscalisent à mort, que dans les miennes. Alors que la surface, évidemment, n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'avec le changement climatique, on a prévu dans les essences d'arbres de prévoir justement par rapport au réchauffement climatique, les essences donc pour reboiser donc les forêts. Quant à M. Ferrier, je vais vous dire une chose, M. Ferrier, je préfère aller aider, je dirais, bon, je suis à retraite, mais aider les éboueurs, parce que franchement, la situation que vous avez décrite, c'est catastrophique. Et bien, à chaque fois, je vous dis, bon courage. Actuellement, on va pas trop taper sur l'ambulance. On n'a jamais eu autant d'argent pour planter des arbres en forêt depuis des décennies. Ça, c'est une réalité. Alors, qui est le fait de ne pas rester les bras croisés. En fait, on a besoin d'adapter les choses en douceur, effectivement d'aller chercher des espèces soit de plus basse altitude, soit de plus basse latitude, et de les remonter doucement, de faire des choses assez lentes quand même, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Donc on ne fait rien de trop précipité. Après, je vais rassurer votre voisine, on plante un peu de glace, mais pas beaucoup. Et on plante beaucoup de choses différentes, en fait, de la diversité. Parce qu'on ne sait pas, demain, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'auront besoin de petits-enfants et de arrière-petits-enfants pour le bois. Ça, on en a fiche aucune idée. Déjà, on va éviter de mettre tous nos œufs dans le panier. On ne sait pas les pathogènes qui vont débarquer avec la mondialisation. Je pense que tout le monde en a entendu parler, et on peut faire la référence au Covid. Et même le climat, on sait les évolutions pour les 50 prochaines années. Bon, enfin, on sait. Les scientifiques ont des probabilités relativement fortes. Et d'ailleurs, ce qui nous avait prévu il y a une cinquantaine d'années, c'est totalement réalisé. Voire on est dans le scénario du pire. Pour ceux qui lisent un petit peu les publications scientifiques dans les années 80-90. Mais néanmoins, ils disent aussi qu'au-delà d'une cinquantaine d'années, il y a énormément d'incertitudes. Et que donc là encore, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Après, par contre, les arbres ne s'adaptent pas. Un arbre, ça ne s'adapte pas. C'est comme si vous, je vous disais, je vais mettre le thermomètre de 5 ou 10 degrés plus chaud, et puis vous allez vous adapter. En fait, non, vous n'allez pas vous adapter, vous allez transpirer, vous allez vous déplacer, vous allez mettre un chapeau, vous allez créer une machine pour refroidir qui s'appelle la clim, mais en fait, vous n'allez pas vous adapter, vous n'allez pas vous transformer en un mammifère qui résiste tout d'un coup à la chaleur, à la sécheresse. L'adaptation pour les arbres, on appelle ça la plasticité, elle est présente, mais elle est assez limitée. C'est ce qui fait que les arbres peuvent supporter les petites sécheresses, enfin les petites, voire même des grosses, mais des choses qui sont ponctuelles. Au bout d'un moment, il faut que ça refroidisse. Et quand le réchauffement il devient permanent ou quasi permanent, on a les conséquences que vous avez pu observer dans le paysage ou dans les médias qui parlaient des grosses mortalités dans le reste de la France. Concernant le nombre de petites parcelles qui existent effectivement dans le privé, comment fait-on? Effectivement, parce que moi sur la commune où j'habite, je connais un petit peu le problème local du moins, et je m'aperçois que c'est ingérable ça. Alors que fait-on? Parce que moi il m'avait semblé qu'il y avait un texte de loi qui prévoyait que quand il n'y avait pas d'impôt levé pendant un certain nombre d'années, on pouvait réquisitionner le service public, la municipalité pouvait récupérer les parcelles. Alors, je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Je comprends de votre question. Les contrats en parcelles annualisés, qui étaient des contrats qui permettaient d'embaucher des gens qui étaient salariés en CDI sur l'année, avec 2, 3 ou 4 emplois différents. Moi, je me souviens à l'époque, on a embauché loin de 50 personnes qui avaient des fonctions très diverses, et je pense que c'était extrêmement intéressant pour eux.
ça leur a dit une sécurité d'emploi. Je pense que cette loi a duré, hélas, que durant 2 ans, avec une situation qui était très intéressante pour les entreprises. Et je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné à l'époque. J'ai souvenir que ça a permis vraiment de sécuriser vraiment des gens qui étaient en difficulté, des contrats qui étaient à droite à gauche. Et j'ai bien me souvenir d'avoir salarié quelqu'un qui avait 8 contrats, qui avait donc 8 missions à l'époque sur différents employeurs. Il était en place des groupements d'employeurs. Et je pense qu'il faudrait remettre ça à la page, parce que au niveau des stations de ski, évidemment, la problématique reste toujours la même. Comment on fait pour sécuriser les emplois? Je précise aussi que je me suis occupé de la maison de tourisme de Grenoble pendant un certain nombre d'années, et je suis bien content d'y revenir. On importe énormément de choses de l'étranger, parce qu'on n'a pas envie de faire des choses pas très belles juste à côté de chez nous. Il se trouve que on a hérité d'une situation cadastrale. Alors je parlais des Alpes. Les autres endroits en France, c'est un peu différent. Dans les Alpes, on a hérité d'une situation cadastrale extrêmement morcelée, où les générations au-dessus de vous, madame, se battaient. Chaque 10 mètres carrés était fauché jusque dans des pentes phénoménales. Les gens, moi, mes oncles portaient le foin sur des centaines de mètres de dénivelé. Enfin, c'était un travail de bagnard. Et en fait, la terre, elle avait une énorme valeur. Donc, il y a eu un morcellement phénoménal au moment des successions. Malheureusement, les élus politiques n'ont pas eu le courage dans les Alpes pour mettre un terme à ce morcellement qui continue au jour d'aujourd'hui, avec les conséquences dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait qu'en fait, c'est des terrains qui deviennent en fait inexploitables, inutilisables en quelque sorte. Donc ça a comme conséquence que les besoins de la population se concentrent sur les autres terrains, donc par exemple sur la forêt publique. Voilà, tout acte de non-gestion a une conséquence chez son voisin. On peut être très satisfait de dire j'ai mis en réserve naturelle 400 hectares parce que moi j'aime les animaux, ou moi dans mon terrain je ne fais rien parce que c'est mon droit de propriétaire. Mais il ne faut pas oublier en fait, que ça a une conséquence sur les terrains du voisin. Et les terrains du voisin, c'est le terrain à nous, c'est les forêts publiques, en fait, qu'on tend à exploiter de manière relativement intensive, quand elles ne sont pas trop pentues, parce que tout simplement, il y a des besoins à satisfaire. Donc moi, je le déplore énormément. Il n'y a aujourd'hui pas de fiscalité incitative au regroupement des propriétés. Moi, je participe à de nombreuses réunions sur ces histoires de morcellement de terrain. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation elle est au point mort. Les élus certains élus sont conscients du problème, surtout les élus des petites communes d'ailleurs, pas trop les personnes importantes en bas. Ils sont conscients du problème, alors ils essayent effectivement de récupérer tous les terrains qu'on appelle des biens vacants et sans maître, donc des terrains pour lesquels les propriétaires ont plus de 100 ans en gros. On fait une petite étude, on regarde s'ils sont encore vivants ou pas. Mais c'est un travail fastidieux. Les lobbies des notaires nous causent pas mal de tort, puisque ces gens-là, ils ont des privilèges hérités, du coup, qu'ils veulent garder. Donc aujourd'hui, c'est compliqué pour une commune, c'est compliqué. Ça prend énormément d'énergie pour aller récupérer le petit bout de terrain de Papy Jean qui est mort il y a 30 ans et dont tout le monde se fout et qui n'a plus d'héritier. C'est bien dommage. Parce que ces terrains, ils auraient une utilité. Ils auraient une utilité pour l'agriculture, parce que je ne pense pas qu'à la forêt en montagne. Après, la commune pourrait les changer contre autre chose. Donc, utilité pour l'agriculture, utilité pour le foncier, utilité, bien sûr, pour la gestion forestière durable, réellement durable, et on profite tous. Mais on n'en est pas là. Moi, j'aurais espéré qu'il y ait justement une fiscalité incitative, c'est-à-dire que tout propriétaire paye taxe foncière, même si c'est tous les 3 ans, parce que ça coûte trop cher d'envoyer un petit papier tous les ans. On nous envoie, parce que moi aussi j'en fais partie, un petit papier de 50 € tous les 3 ans, ne serait-ce que pour rappeler qu'il y a ça, qu'il y a ce petit bout de terrain qui est perdu au milieu de la montagne, au milieu de centaines de propriétés. Et les biens qui sont en division, il faut les taxer beaucoup plus lourdement. Enfin, c'est relatif, mais voilà, il faut y mettre une fiscalité adaptée. Et il faut changer les privilèges, il faut abolir ces privilèges notariaux qui sont complètement là, on est dans l'ancien régime, littéralement. Ça date de 400 ou 500 ans, ce truc, c'est une aberration totale pour permettre
aux collectivités locales d'acquérir facilement ces terrains. On est sur des massifs forestiers et où c'est une activité agricole importante aussi. Et remercier pour l'éclairage sur le monde agricole et les conditions de travail qui sont surannées, dépassées. Forêt au PIB national, malheureusement, n'a fait que baisser, puisque nous sommes concurrencés par les pays à bas coût de main-d'œuvre pour la seconde transformation, les usines chinoises, polonaises, roumaines, et on est également concurrencé par le pétrole pas cher, voilà, parce que même si vous le trouvez cher à la pompe, son prix est quand même relativement stable. Si le pétrole pas cher, c'est un concurrent pour le matériau bois et pour l'énergie de bois. On est concurrencé aussi par carrément les livraisons de bois. Les charpentes en Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont beaucoup faites avec des bois qui viennent d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. Donc la contribution a beaucoup baissé. Et à l'époque où j'étais étudiant en forêt, on disait que la forêt c'était 500 000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, la forêt, péniblement, c'est 200 000 emplois. La réalité elle est quand même là, c'est déjà pas mal. 200 000 emplois, c'est pas rien. Hein. Ça contribue, il me semble, le dernier chiffre que j'ai vu, je crois que c'était 0,5, 0,75% du PIB. Bon, c'est pas si mal que ça. Surtout que ça, c'est juste l'aspect économique. Résumer la forêt à l'aspect économique, c'est assez court. Hein. Surtout ici en montagne, où une grosse partie des autres activités économiques montagnardes, elles demeurent uniquement parce qu'il y a des massifs boisés qui empêchent la montagne de se casser la figure. Sur les routes d'accès, je pense par exemple à la nationale qui va à Bourg-de-Vent. Si on rasait la forêt de rue Pérou, qui est une forêt d'ailleurs de Montageur, je peux vous dire que ça ne durerait pas longtemps avant que ça soit le système, comme de Valence serait la foule des restaurants. La station de ski de Alpes encore plus. La contribution, elle est modeste. Après, moi, je vois que sur le territoire où je travaille, moi, le bassin d'emploi vraiment au cœur, c'est Malvenay. Je vois qu'il y a quand même du monde qui travaille à l'ONF. Il y a du monde qui travaille à l'ONF, que ce soit en tant que technicien ou en tant qu'ouvrier. Il y a un petit peu des exploitants locaux, il y en a encore un petit peu. Ça génère quand même un petit peu d'activité économique. Ça a eu été bien plus. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste en disant que ça redeviendra bien plus, puisque le bois a des sérieux atouts. C'est une énergie qui nous permet de recouvrir notre souveraineté et de baisser le déficit commercial de la France. Au lieu de se chauffer au fioul au gaz, se chauffer aux bûches, c'est quand même beaucoup plus sain d'un point de vue économique. Et ça génère énormément d'emplois en fait. L'idée, c'est quand même de relocaliser les emplois sur le territoire. Le bois, c'est vraiment un secteur qui, lui, a souffert de la décentralisation et de la mondialisation en outrance. Et c'est quelque chose qui est là. C'est une ressource qui a bien poussé, d'ailleurs, hein, qui est bien présente sur le territoire, qui se porte relativement bien, on va dire, jusqu'à vraiment ces 2-3 dernières années avec le changement climatique. Mais jusque-là, ça s'accroissait en volume, fortement. Ça veut dire qu'on a une source économique potentielle à aller chercher, à aller valoriser, qui peut remplacer, se substituer à d'autres choses qui étaient de provenance de l'étranger. Merci pour ces débats, parce que je suis grenobloise de naissance et la montagne, c'est mon environnement. Je voudrais simplement rappeler, parce que toute cette matinée, j'ai eu une pensée. J'ai pensé à Louis Maisonnat, député de la circonscription. C'était la troisième. Avant. Il me semblait bien qu'il avait la réponse. Parce que je me souviens l'avoir écouté de nombreuses fois et lu des interventions. C'était un fervent défenseur de la ligne de chemin de fer. Il s'est longtemps battu pour cette ligne Grenoble, Veynes, Astre et ainsi de suite. Et de l'agriculture de montagne. Il a fait, alors peut-être que vous ayez parlé d'Anicet Le Pors, j'étais moyennement jeune, j'étais un peu plus jeune quand il y avait Louis Maisonnat, et peut-être qu'il y a dans les débats de Louis Maisonnat, peut-être des choses encore qu'on pourrait remettre à l'ordre du jour. Une deuxième remarque, parce que c'est vrai, actuellement, enfin depuis quelques années, je suis plus souvent en montagne dans la Drôme que dans les Alpes.
Et le débat de ce matin, contrairement à ce que j'ai entendu, alors je ne sais pas si la députée voulait vraiment trop spécialiser les montagnes, mais pour moi, les problèmes des montagnes sont tous les mêmes. Ce que nous avons entendu ce matin en montagne, moi je le retrouve dans les montagnes de l'Isère, je le retrouve dans la Drôme. Je retrouve dans la Drôme la désertification, l'absence des services publics, et c'est vraiment les lignes de chemin de fer, puisque le train ne s'arrête plus entre le col de Carbes, enfin entre Aspres et Die, le train ne s'arrête plus. Si, à Luc. À Luc, une fois par jour ou deux, et encore. Donc c'est bien ces services publics. Il n'y a plus d'école dans la commune où nous passons nos étés. Il n'y a plus de gendarmerie. Il n'y a plus le service de l'ONF puisqu'il est fermé. À Luc, la gendarmerie vient de fermer. Le poste des impôts a été supprimé. Il faut aller maintenant à Cré. Donc c'est bien tout ce maillage. Il y a la mobilité et il y a l'accès aux services publics. Bon voilà. S'il y a ce que j'en retire, s'il y a des spécificités dans les massifs montagneux, c'est vrai que la Chartreuse, ce n'est pas la Métésine ou ce n'est pas la Drôme, mais les problèmes, et les problèmes des personnes qui y vivent, des personnes âgées, du système de santé, la mobilité, ils sont tous les mêmes. Et pour moi, la montagne est une seule. Et les assises de la montagne, c'est vraiment à déplacer sur tous les massifs montagneux de chez nous.